Kevin Costner a passé plus de 4 décennies à bâtir l'une des réputations les plus respectées et les plus fiables d'Hollywood. Pour le public du monde entier, il représentait la stabilité, l'intégrité et le genre de star de cinéma à l'ancienne dont la carrière semblait presque impossible à ébranler. Pourtant, à l'été 2024, cette image soigneusement construite semblait se briser dans toutes les directions à la fois. Ce qui ressemblait autrefois à un héritage intouchable s'est soudainement retrouvé entouré de gros titres de rumeurs et de questions qui ont refusé de disparaître. Le dénouement semblait se produire à une vitesse surprenante. En mai 2023, son épouse depuis 18 ans, Christine Baumgartner, a demandé le divorce, mettant ainsi fin à l'un des mariages les plus durables d'Hollywood. À peine un an plus tard, en juin 2024, Costner se séparait officiellement de Yellowstone, le plus grand phénomène de télévision par câble de sa génération, tandis que son projet passionné tant attendu, Horizon, An American Saga, trébuchait gravement au box-office malgré des années de sacrifices personnels et d'énormes investissements financiers. Les revers n'étaient plus des événements isolés, ils commençaient à former un modèle que ni les fans ni les initiés de l'industrie ne pouvaient ignorer. Puis vinrent les chuchotements qui se répandirent plus vite que n'importe quelle déclaration officielle ne pourrait jamais le faire. Des histoires ont fait surface, décrivant des conflits en coulisses, des rapports suggéraient que les paiements de production avaient pris du retard et un procès impliquant un cascadeur a entraîné de manière inattendue son nom dans une autre controverse. Au centre de tout cela se trouvait une question inconfortable à laquelle personne ne semblait disposé à répondre directement. Que s'est-il réellement passé entre Kevin Costner et Taylor Sheridan au cours de ces derniers mois turbulents de Yellowstone, et pourquoi des voix influentes à Hollywood ont-elles soudainement décrit l'une de ces stars les plus fiables comme un risque professionnel? La réalité, selon les personnes les plus proches de la situation, s'est avérée bien plus compliquée et bien moins flatteuse que la plupart des fans n'auraient jamais imaginé. Bien avant que son nom ne remplisse les théâtres et les cérémonies de remise de prix, Kevin Michael Costner est né le 18 janvier 1955 à Linwood, en Californie. Il était le plus jeune des 3 fils de William Bill Costner et de Sharon Ray Tedrick. Bien que l'histoire de la famille soit empreinte d'une tristesse qui a discrètement façonné leur vie. Son père a commencé sa carrière en creusant des fossés avant de trouver un emploi plus stable en tant que réparateur de lignes électriques pour Southern California Edison, un travail exigeant qui offrait de la sécurité mais nécessitait un déménagement constant. Pour la famille Costner, la permanence n'a jamais été une chose sur laquelle elle pouvait compter. Ces mouvements sans fin sont devenus une partie de l'enfance de Kevin, bien avant qu'il ne comprenne pleinement ce qu'ils signifiaient. Son frère aîné Dan, né en 1950, se souviendra plus tard de la routine épuisante consistant à faire ses cartons, à dire au revoir aux voisins et à recommencer dans un endroit inconnu toutes les quelques années. Kevin a grandi comme le plus jeune enfant tranquille, arrivant souvent dans un nouveau quartier au moment où il commençait à nouer des amitiés pour ensuite repartir, avant que ces liens ne puissent s'approfondir. Ce cycle répété lui a appris à observer plus qu'à parler, une habitude qui deviendra plus tard l'une des qualités déterminantes de sa présence à l'écran. Pourtant, l'instabilité n'était qu'un aspect du paysage émotionnel de la famille. 2 ans avant la naissance de Kevin, ses parents ont accueilli un autre fils, mais le bébé est décédé pendant l'accouchement. Bien que Kevin et Dan soient les 2 garçons qui ont finalement grandi ensemble, il y a toujours eu une entente tacite selon laquelle un autre frère aurait dû être là. L'absence n'a jamais été complètement invisible. Cela persistait tranquillement dans les conversations et les souvenirs de famille, créant le sentiment que la joie et la perte étaient devenues définitivement liées bien avant que Kevin n'entre en scène. Costner réfléchira plus tard qu'il a toujours compris que ses parents s'attendaient à élever 3 fils ensemble. Savoir que quelqu'un avait disparu dans l'histoire familiale a donné à la maison un sérieux que les enfants remarquent souvent même lorsque personne ne l'explique à voix haute. Ses parents étaient étroitement liés l'un à l'autre, et aux fils qu'ils avaient encore, tandis que la carrière exigeante de Bill continuait de les transporter de ville en ville à travers la Californie. La combinaison du chagrin de la responsabilité et du mouvement constant a tranquillement façonné la compréhension de Kevin de la famille, de la loyauté et de la persévérance bien avant qu'il ne se tienne devant une caméra. Bien qu'il soit finalement devenu l'un des hommes les plus marquants d'Hollywood, l'enfance de Costner a été remarquablement ordinaire.
Certaines de ses années les plus formatrices ont été passées à Compton, à une époque où c'était avant tout une banlieue travailleuse de Los Angeles, plutôt que l'endroit défini plus tard par les gros titres nationaux. Il n'y avait pas de décor de cinéma glamour de voisins célèbres ou d'opportunités privilégiées qui l'attendaient devant sa porte d'entrée. Au lieu de cela, son monde était rempli d'écoles publiques de quartiers modestes et de familles qui gagnaient chaque dollar grâce au travail physique. Les gens qui l'entouraient reflétaient les réalités de la classe moyenne américaine. Les mécaniciens, les ouvriers d'usine, les électriciens, les commis et les équipes de construction constituaient l'épine dorsale des communautés où il a grandi. Son père a grimpé sur des poteaux électriques sous le soleil de Californie pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que Kevin a vécu son enfance à travers des vélos d'occasion, de petites maisons de location et des routines qui n'ont jamais ressemblé au mode de vie glamour, souvent associé aux futures stars de cinéma. Ces expériences lui ont laissé une empreinte permanente, lui conférant une authenticité que le public reconnaîtra plus tard, instinctivement, chaque fois qu'il représentera des hommes ordinaires confrontés à des circonstances extraordinaires. Cette qualité ancrée était finalement devenue l'une des plus grandes forces de Costner en tant qu'acteur. Qu'il incarne des hommes de loi, des soldats, des cow-boys ou des pères de famille, il projetait la confiance tranquille de quelqu'un que le public avait l'impression de connaître déjà. Il semblait rarement plus grand que nature, au sens exagéré d'Hollywood. Au lieu de cela, il se sentait familier, fiable et crédible, comme s'il avait véritablement vécu les luttes endurées par ses personnages. Cette honnêteté émotionnelle remonte souvent à une éducation modeste qui ne lui a jamais permis d'oublier d'où il venait. Quand l'université est arrivée, le métier d'acteur était loin d'être au centre de ses projets. Costner s'est inscrit à la California State University Fullerton au début des années 1970, choisissant d'étudier le commerce et le marketing plutôt que le théâtre ou le cinéma. Cette décision reflétait tout ce qu'il avait appris en grandissant. Un diplôme en commerce promettait la stabilité, un emploi prévisible et un avenir qui semblait bien moins risqué que de poursuivre ses rêves à Hollywood. C'était la voie du sens. Et pour un jeune homme élevé dans une famille travailleuse, l'aspect pratique avait souvent plus de poids que l'ambition. Il a obtenu un diplôme en commerce en 1978, après avoir passé la plupart de ses années universitaires à se concentrer sur les universitaires plutôt que sur les arts du spectacle. Bien qu'il se soit finalement tourné vers les productions théâtrales du campus, son intérêt s'est développé lentement et presque accidentellement. Au début, jouer le métier d'acteur ressemblait moins à une vocation de toute une vie qu'à une curiosité intrigante attendant d'être explorée. Peu de gens, en regardant le jeune diplômé, auraient deviné qu'il était destiné à devenir un cinéaste oscarisé plutôt qu'un cadre de bureau. Durant ces mêmes années universitaires, un autre chapitre important de sa vie commence tranquillement à se dessiner. Vers 1975, Costner a rencontré une camarade, Cindy Silva, à Cal State Fullerton, et la relation est rapidement devenue quelque chose de sérieux. Silva a passé ses étés à travailler à Disneyland, incarnant même l'une des princesses bien-aimées du parc, tandis que Kevin terminait ses études et luttait contre l'incertitude quant à son avenir. Ils se sont mariés en 1978, alors qu'il n'avait que 23 ans, entrant dans l'âge adulte sans aucune garantie de succès. À cette époque, Hollywood n'était encore qu'une lointaine possibilité. Il n'y avait pas de carrière établie, pas de relations influentes et aucune preuve convaincante que le métier d'acteur pouvait permettre de gagner sa vie. Comme d'innombrables jeunes maris essayant de subvenir aux besoins d'une famille qui s'agrandissait, Costner acceptait des emplois ordinaires partout où il pouvait les trouver. Il travaillait dans le marketing, conduisait des camions et guidait même des touristes à travers Hollywood, tout en dispensant des cours de théâtre le soir et le week-end, chaque fois que le temps le permettait. Le rêve existait, mais il restait fragile constamment, en concurrence avec les responsabilités pratiques qu'exigeaient le mariage et l'âge adulte. Puis au cours de ce qui n'aurait dû être qu'une lune de miel mémorable, une rencontre inattendue changea à jamais le sens de sa réflexion. Lors d'un voyage en 1978, Costner s'est retrouvé assis dans un avion avec le légendaire acteur Richard Burton. Burton avait délibérément acheté les sièges environnants pour éviter toute conversation et profiter d'un peu d'intimité, mais Costner a quand même rassemblé suffisamment de courage pour l'approcher. Plutôt que de demander un autographe, il a posé quelque chose de beaucoup plus personnel, une question née d'une véritable incertitude quant à savoir si poursuivre le métier d'acteur
signifiait sacrifier la possibilité de vivre une vie équilibrée et pleine de sens. La conversation elle-même a été brève, mais son impact émotionnel a duré des décennies. Burton a offert des mots d'encouragement qui ont rassuré le jeune marié, son rêve ne devait pas détruire tout ce qu'il appréciait. Plus tard, alors que la limousine de Burton s'éloignait, l'acteur vétéran a baissé sa vitre une dernière fois simplement pour souhaiter bonne chance à Costner. Pour la plupart des gens, cela aurait semblé être un moment ordinaire. Pour Kevin Costner, cependant, c'était comme une permission d'arrêter de douter de lui-même et de commencer à prendre au sérieux ce rêve impossible. Même avec ces encouragements qui résonnaient dans son esprit, Hollywood ne lui offrait que très peu en retour au cours de ses premières années. Sa première apparition au cinéma a eu lieu dans Malibu Hot Summer, mais le destin lui a apporté une autre tournure frustrante. Le film a été tourné des années avant que Costner ne devienne célèbre et est resté largement invisible jusqu'en 1986, après que le public ait déjà commencé à reconnaître son visage. À cette époque, il avait même été réédité sous le titre Sizzle Beach ou S.A., ramenant ainsi l'une de ses performances les plus anciennes et les moins raffinées à la vue du public, précisément au moment où il essayait de se forger une image plus sophistiquée. Pour n'importe quel acteur, ce genre de timing peut sembler terriblement injuste. Alors que le public commence à s'attendre à de la confiance et du raffinement, une version inachevée de votre jeune moi réapparaît soudainement à l'écran. Au lieu de mettre en valeur la croissance, il rappelle à chacun des débuts incertains et des performances inexpérimentées. Costner n'avait aucun contrôle sur le calendrier de sortie, mais cette expérience a renforcé une leçon qu'il a apprise à plusieurs reprises. Tout au long de sa carrière, le succès s'accompagne souvent de revers inattendus. Une déception encore plus grande a suivi en 1983. Costner a été choisi pour incarner Alex dans The Big Chill, un personnage dont la mort sert de fondement émotionnel à toute l'histoire. Décrocher un rôle dans une production aussi respectée semblait être la percée que tout jeune acteur en difficulté attend. Le film présentait un casting exceptionnel, une équipe créative accomplie et le genre de prestige capable de transformer des artistes inconnus en stars reconnaissables presque du jour au lendemain. Puis vint la réalité écrasante du montage final. Presque toutes les scènes mettant en vedette Costner ont été supprimées avant que le film n'atteigne, le public ne laissant derrière lui qu'un aperçu de son corps, au lieu de la performance qu'il avait passé des semaines à créer. L'opportunité qui semblait destinée à lancer sa carrière a disparu dans la salle de montage avant que quiconque ait eu la chance d'apprécier son travail. Pour un jeune acteur déjà aux prises avec le doute, la déception a dû être presque impossible à ignorer. Pendant un temps, cette expérience douloureuse a semblé symboliser toute l'orientation de sa carrière. Il s'est retrouvé à plusieurs reprises, juste assez près d'un succès majeur pour l'apercevoir seulement pour voir des circonstances indépendantes de sa volonté l'éloigner à nouveau. Pourtant, contrairement à de nombreux acteurs en herbe qui acceptaient tranquillement la défaite, Costner refusait d'abandonner la poursuite. Chaque revers est devenu une autre raison de continuer à avancer plutôt qu'une autre excuse pour s'éloigner. Les années qui suivirent furent remplies de modestes seconds rôles dans des films tels que Chasing Dreams en 1982, Stacy's Nights en 1983 et Table for Five en 1983. Aucun de ces projets n'avait le prestige ou l'enthousiasme qui transforment les artistes en non connus. Il s'agissait simplement d'occasions honnêtes de continuer à apprendre, de continuer à travailler et de continuer à croire que quelque chose de plus grand pourrait éventuellement apparaître au-delà de l'horizon. Pour le monde extérieur, son curriculum vitae s'est développé lentement, mais rien ne laissait penser qu'une véritable célébrité l'attendait au coin de la rue. En fait, en 1983 et 1984, Costner a failli abandonner complètement. L'incertitude, la pression financière et les déceptions sans fin ont fait que le retour au monde des affaires semblait être la décision la plus rationnelle. Un autre emploi de bureau stable aurait pu assurer la sécurité de sa jeune famille et lui épargner des années de rejet. Avec le recul, il est étonnant de réaliser à quel point Hollywood a failli perdre l'une de ses stars déterminantes avant que sa carrière n'ait véritablement commencé. Puis presque du jour au lendemain, tout a changé. Le 3 juin 1987, Les Intouchables arrivaient dans les salles et changeaient complètement la perception de Kevin Costner par l'industrie. 4 ans plus tôt seulement, il était le jeune acteur, presque entièrement effacé, de The Big Chill. Il se trouve désormais au centre d'une épopée policière majeure de Brian De Palma,
aux côtés des interprètes légendaires Robert De Niro et Sean Connery, portant le poids d'une production qui exigeait à la fois une autorité discrète et une présence indéniable à l'écran. En tant qu'Elliot Ness Costner a livré exactement cela. Plutôt que de s'appuyer sur des performances flashy ou des émotions exagérées, il a dépeint le célèbre homme de loi avec une détermination calme, une conviction morale et une force discrète que le public a immédiatement cru. Le film a reçu 4 nominations aux Oscars et a remporté un Oscar tandis que Costner est devenu l'un des nouveaux hommes les plus fiables d'Hollywood. Après des années passées à se demander s'il appartenait à l'industrie, il ressemblait enfin à un acteur capable de réaliser de grandes productions en studio, et cette percée est devenue la base de l'un des succès les plus remarquables que le cinéma américain ait connu au cours de la décennie suivante. En juin 1988, Bull Durham est arrivé et a gagné plus de 50,8 millions de dollars au niveau national, soit plus de 10 fois son week-end d'ouverture. Puis, moins d'1 an plus tard, Field of Dreams a transformé une autre histoire de baseball en quelque chose de plus grand et de plus émouvant. Il a rapporté environ 84 millions de dollars dans le monde et a donné à l'Amérique l'une de ses images cinématographiques les plus durables dans un champ de maïs de l'Iowa. À la fin des années 1980, Costner faisait bien plus que jouer dans des films sportifs. Il devenait un élément de la mémoire cinématographique du pays, le visage d'histoire, qui traitait du passé avec chaleur, nostalgie et conviction. En 1990, il disposait de suffisamment de pouvoir pour prendre un risque encore plus grand. Danse avec les loups était un pari énorme. Il a duré 181 minutes, centré sur un western à une époque où ce genre ne semblait pas particulièrement sûr. Et il a été réalisé par un homme plus connu comme une belle star de cinéma que comme un cinéaste. Pourtant, le pari s'est avéré payant d'une manière que peu de gens auraient pu prédire. Lors de la 63e cérémonie des Oscars en mars 1991, le film remporte le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur, faisant de Costner l'un des rares acteurs à remporter le prix du meilleur réalisateur pour un premier long métrage. La victoire sur les Goodfellas est débattue depuis des années, mais le résultat est toujours clair. Costner était passé d'acteur à une force majeure d'Hollywood. Les années qui ont suivi n'ont fait que le pousser plus haut. En 1991, il a ancré JFK, réalisant un long et exigeant drame de conspiration sous la direction d'Oliver Stone. Puis en 1992, il s'oriente vers le territoire du thriller romantique avec The Bodyguard, incarnant un ancien agent des services secrets face à Whitney Houston. Le film est devenu un événement mondial, même si la bande originale est allée encore plus loin. Il s'est vendu à au moins 42 à 45 millions d'exemplaires dans le monde et est resté numéro 1 du Billboard 200 pendant 20 semaines consécutives et est devenu la bande originale de film la plus vendue jamais sortie. Costner était toujours au cœur du film, mais désormais la machine autour de lui était si grande qu'elle pouvait créer un phénomène pop au-delà du film lui-même. Cette hausse s'est également traduite en chiffres concrets. En 1983, son lien avec The Big Chill avait quasiment disparu de la salle de montage. En 1991 et 1992, ses revenus le plaçaient au sommet de l'industrie. Forbes a estimé qu'il avait gagné environ 21 millions de dollars rien qu'en 1992, avec un total sur 2 ans d'environ 60 et 11 millions de dollars grâce à Danse, avec les loups et ce qui a suivi. D'autres chiffres le plaçaient encore plus haut, avec des revenus annuels d'environ 59 millions de dollars en 1991 et 60 et 11 millions de dollars en 1992. En moins d'une décennie, l'acteur autrefois presque invisible est devenu l'un des hommes les mieux payés d'Hollywood. À mesure que ses problèmes grandissaient, la presse a transformé la production en une plaisanterie publique avant même que le public ait vu le film. Waterworld a été ridiculisé sous le nom de Kevin's Gate, une étiquette destinée à le lier à un autre désastre célèbre d'Hollywood. Les rapports sur la spirale budgétaire, les décors endommagés et les affrontements entre Costner et le réalisateur Kevin Reynolds ont donné aux critiques une histoire facile à raconter. Au moment de la sortie du film, le 28 juillet 1995, de nombreuses personnes avaient déjà décidé de ce que cela signifiait. La réputation est arrivée en premier, et le film a dû se battre pour y parvenir.
Les chiffres du box-office ont rendu l'histoire plus compliquée, mais pas suffisamment pour faire la une des journaux. Waterworld a débuté avec environ 20 et 1 million de dollars en Amérique du Nord et a terminé avec environ 88 millions de dollars au niveau national. Dans le monde entier, il a atteint environ 264 millions de dollars, ce qui signifie qu'il a dépassé les films qui étaient pris beaucoup plus au sérieux à l'époque. Pourtant, avec un coût de production proche de 175 millions de dollars et une importante poussée marketing derrière, le film avait besoin de beaucoup plus pour se sentir à l'aise dans les salles. Ainsi, même si ce n'était pas l'effondrement total que les gens imaginaient, il a été qualifié d'échec, et cette étiquette est restée plus forte que les chiffres eux-mêmes. Les dégâts se sont aggravés avec The Postman en décembre 1997. Costner a réalisé, produit et joué à nouveau, revenant au même mode large et sérieux qui lui avait autrefois donné une apparence puissante. Cette fois, le résultat fut bien pire. Le film a coûté entre 80 et 85 millions de dollars et n'a rapporté que 20 à 30 millions de dollars dans le monde. Les Golden Raspberry Awards ont frappé fort le nommant pire film, tandis que Costner lui-même a remporté le prix du pire acteur et du pire réalisateur. Le changement a été dur. 7 ans après avoir remporté 2 Oscars pour Danse avec les loups, il était devenu un symbole de la démesure hollywoodienne aux yeux de nombreux critiques et journalistes. Cette chute publique s'est également accompagnée d'une rupture douloureuse dans sa vie privée. Il avait épousé Cindy Silva en 1978, bien avant l'arrivée de la plus grande célébrité, et ensemble, ils fondèrent une famille avec 3 enfants. En 1994, après 16 ans de mariage, ils divorcent. Les rapports placent le règlement à environ 80 millions de dollars, ce qui en fait l'une des séparations de célébrités les plus coûteuses de cette époque. Dans le même temps, les articles des tabloïds sur des liaisons présumées et des conflits de paternité ont commencé à façonner la façon dont les gens parlaient de lui. C'était important, parce que son image dépendait depuis longtemps de quelque chose de stable et de familier. Une fois cette image brisée, la réaction a été plus forte. À mesure que cette image s'affaiblissait, Costner a commencé à rechercher un autre type d'identité. Vers 2007, au lieu de courir après tous les rôles au cinéma, il a formé son groupe de country rock Kevin Costner et Modern West. Ce choix a surpris les gens à Hollywood plus que n'importe quelle annonce de casting n'aurait pu l'avoir. Leur premier album Untold Truths est sorti en 2008. Turn It On a suivi en 2010 et From Where I Stand est arrivé en 2011. Les records n'ont pas battu gros aux États-Unis et les critiques ont souvent atterri sur le même mot doux agréable. Pour la plupart des artistes, cela aurait pu convenir. Pour un homme qui avait remporté le prix du meilleur film en 1991, cela paraissait minime. Au sein de l'industrie, beaucoup de gens ont traité tout cela comme un chemin de traverse personnel. Le genre de projet qu'un homme entreprend lorsqu'il essaie de répondre à des questions qu'il ne peut pas résoudre en public. Même avant cela, il avait déjà tenté de prendre le contrôle de l'histoire avec Open Range en 2003. Costner l'a réalisé et y a joué à 48 ans, revenant sur le terrain occidental qu'il avait autrefois contribué à le définir. Le film a rapporté environ 68 millions de dollars dans le monde et le public plus âgé a fortement réagi. Les critiques ont loué son rythme patient et sa fusillade finale dure et mémorable. Pendant un instant, c'était comme si le vieux Costner avait retrouvé sa place. Les gens parlaient de Danse avec les loups. Ils parlèrent d'artisanat. Ils ont parlé d'un retour. Pourtant, ce succès n'a jamais ouvert la porte aussi grande qu'il l'espérait. Les studios ne se sont pas précipités pour lui confier une nouvelle vague de postes de réalisateur majeur ou de gros budgets de leader. Open Range a fonctionné, mais il était autonome. La confiance n'était pas entièrement revenue. À peu près à la même époque, sa vie personnelle a donné au public une version plus douce de lui. Le 25 septembre 2004, Costner a épousé la créatrice de sacs à main Christine Baumgartner dans son ranch Aspen de 160 acres. Elle avait environ 20 ans de moins, et le mariage a donné aux tabloïds une image de conte de fées facile à vendre. Pendant un moment, cette image l'a aidé. Ils ont fondé une famille, ont eu 3 enfants, et semblaient calmes et stables en public. Après son premier divorce, qui aurait coûté environ 80 millions de dollars, ce deuxième mariage lui a donné une histoire plus fondée. À la fin des années 2000, alors que sa carrière paraissait encore incertaine, cette image familiale paisible a contribué à atténuer le sentiment
que tout autour de lui s'écroulait. Mais le problème le plus profond demeure. Au début des années 1990, après avoir dansé avec les loups et le garde du corps, Costner a reçu plus d'offres qu'il ne pouvait en accepter. Il a dit un jour qu'il pouvait choisir parmi plusieurs scripts chaque semaine. Dans les années 2000, après Waterworld de Postman et une série de thrillers plus faibles, il a admis que le téléphone était devenu silencieux. Ce changement a été dur, car il a touché la part de célébrité que les acteurs ressentent au quotidien. Les réunions en jet privé sont devenues plus rares. L'effet de levier facile a disparu. Il avait remporté le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur à l'âge de 36 ans, et il joue désormais des rôles secondaires dans des films comme The Guardian en 2006, juste pour rester visible. C'était la forme de la chute. Il ne s'agissait pas d'un accident soudain. Ce fut une longue période de refroidissement, au cours de laquelle l'industrie a cessé de le poursuivre et a attendu de voir s'il comptait toujours. Puis après avoir été traité pendant des années comme une relique du Hollywood des années 1990. Costner a commencé à reprendre une conversation sérieuse. Le changement s'est fait discrètement. En décembre 2016, il est apparu dans Hidden Figures, dans le rôle du directeur de la NASA, Al Harrison, une figure d'autorité composée dans un film qui a touché à la fois les critiques et le public. Le film a remporté 3 nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film, et a rapporté plus de 236 millions de dollars dans le monde. Un an plus tard, en décembre 2017, il enchaîne avec Molly's Game. Cette deuxième performance était importante, car elle confirmait que la première n'était pas un hasard. Il n'avait plus besoin de réaliser un film sur le charme des vieilles stars de cinéma. Il pouvait désormais apporter du poids, du calme et de la crédibilité, et les gens le remarquaient. Ce retour a ouvert la voie à quelque chose d'encore plus grand, même si presque personne ne l'avait vu venir au début. Yellowstone a été créé sur le réseau Paramount le 20 juin 2018 sans beaucoup de battage publicitaire autour de lui. Les premières critiques étaient mitigées, et le spectacle n'est pas arrivé avec l'éclat d'un favori des grands prix. Pourtant, le public est venu quand même. À la fin de la première saison, la série comptait en moyenne environ 5 millions de téléspectateurs le jour même. Ces chiffres semblaient plus proches des succès diffusés que des expériences sur le câble. Puis le spectacle n'a cessé de s'étoffer. Lors de la 4e saison, en 2021, la première avait attiré environ 12,7 millions de téléspectateurs au total sur toutes les plateformes au cours de ses premières 24 heures. Soudain, John Dutton est devenu l'un des rôles déterminants de la carrière ultérieure de Costner. À 66 ans, il était de retour au centre de la culture télévisuelle américaine. Cela comptait bien plus que sa propre image. Lorsque Yellowstone est arrivé en 2018, le western télévisé était relégué au second plan depuis des années. Quelques émissions ont eu de nombreux adeptes comme Deadwood et Hell on Wheels, mais le genre était toujours traité comme étroit et démodé. Yellowstone a changé cela. Il est devenu le plus grand drame du câble, avec certains épisodes qui ont attiré 12 millions de téléspectateurs en retard, et le visionnage combiné a été comptabilisé. Ce succès a changé ce que voulaient les réseaux. Bientôt, l'univers de Taylor Sheridan a commencé à s'étendre avec 1883 923 et d'autres histoires basées sur les frontières. En quelques années, le western n'était plus une forme en voie de disparition. C'était devenu un moteur de croissance. Et Costner se trouvait en plein milieu de ce changement. Le monde des récompenses a rattrapé son retard le 10 janvier 2023 lorsque Costner a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée dramatique pour Yellowstone. Cette victoire a eu un réel poids car elle est intervenue plus de 30 ans après la course du début des années 1990 qui avait fait de lui l'un des plus grands noms du cinéma. En 1991, Danse avec les loups lui avait valu les Oscars du meilleur réalisateur et du meilleur film. Aujourd'hui, à 67 ans, le Globe ressemble à un deuxième acte de couronnement. Cela a indiqué à l'industrie que John Dutton n'était pas seulement un rôle populaire. Il était devenu un élément déterminant de l'héritage de Costner. Pourtant, le retour s'est fait avec une montée de pression derrière lui. À mesure que Yellowstone grandissait, la tension entre Costner et le créateur Taylor Sheridan augmentait également. À la mi-2023, des rapports indiquaient que les négociations sur la saison 5 partie 2 avaient tourné au vinaigre. Costner aurait voulu plus d'argent, un calendrier de tournage beaucoup plus court et même un pouvoir d'approbation sur les scripts. Sheridan, qui a écrit chaque épisode lui-même et a farouchement gardé ce contrôle, n'a pas voulu céder.
Costner avait déjà une clause de mort morale, limitant la manière dont John Dutton pouvait être tué, mais il voulait avoir davantage son mot à dire sur la fin. À ce moment-là, le retour en force qui avait restauré son statut commençait à se fissurer de l'intérieur. Cette fracture est devenue beaucoup plus facile à voir au début de 2023. Des initiés ont révélé que Costner voulait donner à Yellowstone seulement environ 50 jours de tournage pour la 5e saison surdimensionnée, alors que le plan initial nécessitait plus de 100 à 115 jours pour terminer l'arc complet de John Dutton. La saison avait déjà été divisée en 5A et 5B, ce qui rendait la programmation plus difficile. Dans le même temps, Costner poussait à se lancer dans la production d'Horizon, une saga américaine, son projet passionné multifilm western géant, qui avait besoin de lui dans l'Utah et le Nevada. Les membres de l'équipage auraient déclaré que le calendrier était devenu presque impossible. Des scènes ont dû être retardées ou réécrites parce que la star centrale n'était tout simplement pas là lorsque la production avait besoin de lui. Ensuite, le conflit est passé de la rumeur au témoignage sous serment. Lors d'une audience sur la pension alimentaire pour enfants à Santa Barbara en septembre 2023, Costner a déclaré sous serment que l'offre finale de Paramount pour la saison 5B de Yellowstone était en fait inférieure à ce qu'il avait gagné au cours des saisons précédentes. Cela s'est démarqué parce que Yellowstone était devenu le drame numéro 1 de Cable, avec plus de 10 millions de téléspectateurs en direct par épisode en 2022. Costner a décrit les négociations comme longues et âpres, avec des différences sur le salaire, la participation finale et l'approbation du scénario. Il a également admis qu'il y avait de sérieuses différences créatives sur la façon dont l'histoire de John Dutton devrait se terminer. De son côté, il se sentait exclu. Du côté de Sheridan, le personnage suivait un chemin déjà tracé des années plus tôt. La pression se serait également répandue sur le plateau. Un rapport ultérieur a affirmé que des tensions avaient éclaté lors d'une scène entre John Dutton et Jamie, joué par Wes Bentley, sur une scène sonore de l'Utah, fin 2022. Selon ce récit, Costner, qui était également producteur exécutif, a tenté de persuader Bentley d'ignorer le dialogue exact de Sheridan et de jouer le moment d'une manière différente. Bentley aurait repoussé parce qu'il s'était inscrit à la version de la série de Sheridan. La dispute s'est ensuite suffisamment intensifiée pour que les membres de l'équipage aient dû les séparer. Que chaque détail de ce rapport soit valable ou non, l'histoire s'est répandue parce qu'elle correspondait à une croyance croissante autour de la production. Les gens pensaient que le combat n'était plus seulement une question de calendrier, c'était devenu une lutte pour le contrôle. Le 20 juin 2024, la scission était effectivement publique. Costner a publié une courte vidéo sur Instagram, disant aux fans qu'après une longue année et demie de travail sur Horizon, il avait réalisé qu'il ne serait pas en mesure de continuer avec la saison 5B de Yellowstone ou toute autre saison future. Il a qualifié Yellowstone de série bien aimée et a remercié les téléspectateurs bien qu'il n'ait jamais mentionné Sheridan ou Paramount par leur nom. Ce silence en disait long. Des rapports ont rapidement suivi disant que Sheridan était furieux, parce que la sortie de Costner l'avait forcé à abandonner une grande partie de la fin qu'il avait prévue et à se précipiter vers une fin différente pour le retour en novembre 2024. À cette époque, l'ambiance entre le créateur et la star était largement décrite comme figée. Lorsque Yellowstone est finalement revenu avec la saison 5B en novembre 2024, des millions de personnes l'ont regardé pour une raison avant tout. Ils voulaient voir comment la série gérerait la disparition de John Dutton. La réponse en a choqué beaucoup. Avant même la fin du premier nouvel épisode, les téléspectateurs ont appris que John était déjà mort. À l'écran, cela a été présenté comme un suicide, le gouverneur du Montana étant retrouvé à côté de sa propre arme le matin de son procès en impeachment. Des épisodes ultérieurs ont révélé que la mort était en fait un succès lié au complot antérieur de Sarah Atwood et Jamie. Pourtant, à ce moment-là, les dégâts s'étaient déjà propagés à l'ensemble du public. De nombreux fans ont estimé qu'on leur avait refusé la fin qu'ils attendaient et ils ont accusé le conflit hors écran d'avoir épuisé la confrontation finale de sa force. Pendant que tout cela se déroulait, la vie privée de Costner se brisait également en public. Le 1er mai 2023, Christine Baumgartner a demandé le divorce dans le comté de Santa Barbara, invoquant des différences irréconciliables. Leur date de séparation était le 11 avril 2023, après environ 18 ou 19 ans de mariage. Le timing rendait la séparation impossible à séparer du reste du chaos.
Les négociations à Yellowstone échouaient. Horizon devenait un pari financier géant. Soudain, un mariage qui avait autrefois contribué à raffermir son image faisait désormais partie de l'histoire de son instabilité. Des informations ont même indiqué que Christine en avait assez du calendrier pénible de Yellowstone et l'avait exhorté à quitter la série des mois avant que la séparation ne devienne officielle. Une fois les documents de divorce déposés, la situation s'est transformée en une lutte très publique pour l'argent, le style de vie et le statut. Christine a initialement demandé environ 175 000 $ par mois de pension alimentaire pour leurs 3 enfants, Caden Hayes et Grace. Son argument reposait sur la vie qu'ils avaient connue, qui comprenait le personnel, les voyages privés et plusieurs propriétés. En septembre 2023, un juge a considérablement réduit ce chiffre et a ordonné à Costner de payer environ 63 000 $ par mois. Dans les coulisses, l'équipe de Costner a fait valoir que ses revenus avaient déjà chuté parce qu'il avait investi des dizaines de millions dans Horizon et s'était éloigné de Yellowstone. Ainsi, alors que le public le considérait toujours comme une star majeure, l'histoire financière était devenue beaucoup plus fragile. Durant cette même période, Horizon ressemblait moins à un projet de rêve qu'à un piège. Costner avait investi une énorme somme de son propre argent dans le western multifilm. Ensuite, les premiers rapports sur le box-office et le financement ont commencé à paraître sombres. Certains médias du secteur ont décrit le déploiement comme une débâcle financière. En plus de cela, une doublure d'Horizon 2 a déposé une plainte pour inconduite sexuelle, ajoutant un grave problème juridique à une production déjà tendue. Pour les assureurs, les studios et tous ceux qui envisagent de faire affaire avec Costner, cette combinaison de problèmes financiers et d'allégations sur le plateau et d'instabilité publique a suscité de réelles inquiétudes. Dans le même temps, d'anciens ressentiments ont commencé à faire surface dans d'autres domaines de sa carrière. Un article du Hollywood Reporter a rassemblé des histoires sur des affrontements des luttes pour les paiements et des luttes de pouvoir qui se sont accumulées au fil du temps. L'un des détails les plus dommageables était lié à Yellowstone, avec des informations selon lesquelles Costner aurait tenté de contourner Sheridan devant Wes Bentley lors d'une scène. D'autres histoires allaient au-delà de cet ensemble et faisaient état de paiements en retard et de collaborateurs mécontents de productions antérieures liées à Costner. Même lorsqu'un seul rapport ne peut pas définir une réputation entière, un groupe d'entre eux peut changer rapidement la météo autour d'une personne. Cela semblait se produire ici. Début 2026, les acteurs du secteur parlaient plus crûment qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. Costner, qui avait autrefois commandé environ 12 millions de $ par film à son apogée, était désormais décrit comme quelqu'un qui avait du mal à obtenir de l'argent pour les hommes de premier plan. Un initié l'aurait qualifié de mode de refus poli. Une autre ligne encore plus profonde. Le téléphone ne sonne plus pour réclamer de l'argent. C'est la partie qui a rendu le changement définitif. Il n'était pas traité comme une personne inscrite sur une liste noire. Il était traité comme un risque. À Hollywood, cela peut faire tout autant mal car cela signifie que les gens connaissent toujours votre nom tout en décidant discrètement de ne pas construire autour de vous. Et pourtant, Costner n'agissait toujours pas comme un homme prêt à disparaître. Il a eu 70 ans le 18 janvier 2025, quelques mois seulement après Horizon, une saga américaine. Le premier chapitre a traversé les salles en boitant et a été largement qualifié d'échec coûteux pour son scénariste, son réalisateur et sa star. Pourtant, ses proches ont déclaré que la retraite ne lui avait jamais traversé l'esprit. Il a continué à définir son âge de manière plus urgente. Le temps lui manquait, alors il voulait continuer à raconter des histoires, tant qu'il le pouvait encore. Cela ne ressemble pas à un homme qui entre dans la légende. Cela ressemble à un homme qui essaie toujours de se frayer un chemin pour retrouver sa pertinence, même après que le coût de ce combat soit devenu évident. Sa vie personnelle a également commencé à prendre une forme plus calme. Après que le divorce avec Christine Baumgartner ait été finalisé en 2023, des rapports du milieu à la fin de 2025 le liaient à l'écrivain et cinéaste Kelly Noonan Gores. Elle avait travaillé sur le documentaire Hill et avait déjà été mariée à l'investisseur milliardaire Alec Gores. Des sources ont déclaré que la relation était restée privée et décontractée, avec du temps passé dans son domaine de Santa Barbara à cuisiner à la maison et à marcher sur la plage au lieu d'assister à des événements publics. Pour Costner, ce genre de compagnie privée semblait convenir au moment. Il avait déjà vécu l'effondrement public. Ce dont il avait ensuite besoin ressemblait davantage à de la stabilité. Dans les coulisses, ses choix de carrière auraient également changé.
Après avoir investi une somme à 8 chiffres de son propre argent dans Horizon et observé le blocage de sa diffusion en salle, son équipe aurait approché les studios et les streamers avec un plan différent. Un budget plus petit, des projets menés par des acteurs moins d'exposition financière, moins de besoin de porter tout le mythe par lui-même. En août 2025, il signe Lune de miel avec Harry sur Amazon MGM, une comédie dramatique avec Jake Gyllenhaal. Cette décision était importante car elle suggérait un nouveau calcul. Il n'avait pas besoin d'une autre épopée de vanité massive. Il avait besoin d'un film qui lui permette de travailler, de rétablir la confiance et de rester présent sans prendre tous les risques sur son dos. Début 2026, les initiés le citaient même comme l'appelant son année de rédemption. Cette phrase a atterri parce qu'elle contenait tellement de choses en elle. Réputation, argent, fierté, survie. Les rapports autour de lui suggéraient qu'il était plus ouvert qu'auparavant à un travail qu'il aurait pu refuser autrefois en partie parce qu'il avait simplement besoin de continuer à gagner de l'argent. Une offre répandue était particulièrement surprenante. Un rôle en tant qu'ancien président Bill Clinton dans une série dramatique politique intitulée United. Si ce genre de projet se concrétise, cela pourrait le replacer dans une conversation télévisée de prestige sans lui demander de la financer ou de la dominer. À ce stade, ce genre de poste est peut-être exactement ce dont il a besoin. Le véritable choc est à quel point le langage autour de lui a radicalement changé. En janvier 2026, les initiés ont décrit l'ambiance du secteur comme étant prudente et calme. Ils ont dit qu'il n'était pas complètement exclu, mais que les préoccupations concernant l'assurance, les retards, les poursuites et les complications sur le tournage avaient changé la façon dont les gens l'évaluaient. Pour un acteur qui a autrefois défini l'image d'une star américaine bancable, c'est un endroit douloureux à atteindre. Pourtant, c'est aussi le lieu où commencent de nombreuses réinventions en fin de carrière. Pas avec triomphe, pas sous les applaudissements, avec de la pression des doutes et moins d'appels faciles.